Bonjour à toutes et à tous. C'est avec une très grande joie que je vous accueille aujourd'hui dans ces murs pour le moins chargés d'histoire. Je remercie la Bourse du Travail et la CGT de nous avoir ouvert les portes de ce lieu extraordinaire qui porte la mémoire des luttes sociales. Et c'est ici que nous allons explorer ensemble une proposition nouvelle, la sécurité sociale de l'alimentation. Dans les remerciements, je remercie également UpCoop, la CGT Massif et Biocoop pour leur soutien financier, car on leur doit une partie de ce colloque. Je tiens enfin à saluer chaleureusement toutes celles et ceux qui ont œuvré à l'organisation de cette journée. Ce colloque proposé par les JNE, journalistes, écrivains pour la nature et l'écologie, est le fruit d'un travail collectif réalisé avec l'ensemble des intervenants qu'on a eu hier et qu'on a aujourd'hui, et d'une conviction partagée que l'information et le débat sont des outils essentiels de la transformation sociale. Nous sommes ici parce qu'une réalité s'impose. Se nourrir dignement est devenu un combat quotidien pour des millions de personnes. Dans l'un des pays les plus riches du monde, l'accès à une alimentation de qualité n'est pas acquis. Les paysannes et les paysans s'épuisent dans un système qui méprise leur travail et la terre que nous cultivons s'appauvrit sous les coups d'un modèle industriel destructeur de la biodiversité. La sécurité sociale de l'alimentation n'est pas un dispositif de plus. C'est un changement radical de perspective. Il s'agit de sortir l'alimentation de la charité et du marché pour en faire un droit universel, comme l'ont fait celles et ceux qui nous ont précédés avec la santé en 1945. Mais que veut dire exactement mettre en sécurité sociale? Quels principes cela implique-t-il? Quel renversement démocratique et économique cela suppose-t-il? Pour démêler ces questions fondamentales et nous aider à saisir toute la portée de ce concept, j'ai le plaisir d'accueillir Iliane Moundib, qui va nous éclairer sur ce que signifie véritablement mettre en sécurité sociale et pourquoi ce geste politique peut être si puissant. Vous pouvez l'applaudir. Bonjour à toutes et tous, merci Isabelle pour cette introduction. Un immense merci à JNE pour l'organisation de cet événement. La salle est absolument extraordinaire, je ne suis jamais intervenu dans un lieu comme ça. J'ai Marianne derrière moi et j'ai Jaurès à ma gauche. C'est absolument formidable. Je vais essayer du coup d'éclairer, d'ouvrir en tout cas cette journée, d'éclairer vos débats et d'avoir une perspective émancipatrice nouvelle autour de la question de la mise en sécurité sociale. Je vais commencer par une introduction un peu particulière, puisque en fait, je vais vous raconter une expérience que j'ai eue sur les réseaux sociaux. Je scrollais sur TikTok et je tombe sur une vidéo qui m'a beaucoup perturbé. Dans cette vidéo, on voit une jeune fille de 10-12 ans, d'accord, qui se trouve en fait en bas d'un bâtiment et elle est interviewée par un journaliste. Et ce journaliste lui dit « T'aimerais vivre dans le futur ?» Elle répond « Non ». Le journaliste lui dit « Pourquoi pas ?» Elle répond « Parce qu'on invente des choses pour aller plus vite, mais personne ne sait où on va, c'est bête d'aller vite vers rien. » Ça m'a beaucoup perturbé parce que je dis, ça ferait une bonne introduction du coup à ce discours que je vais vous donner. Et hier, j'y repense et je me suis fait, mais zut, est-ce que cette intervention n'avait pas été générée par IA? Donc je regarde, je reviens sur la vidéo, je regarde les commentaires, et oui, a priori, elle a été générée par IA. Et donc je me suis dit, je vais pas sortir en introduction une vidéo générée par IA. Et après, je me suis dit, mais c'est quand même assez intéressant ce truc-là, en termes d'esthétique, dans le sens où on a comme si on avait la machine qui nous disait, en fait, depuis 40 ans, vous faites n'importe quoi, et maintenant, j'ai généré quelques litres d'eau pour faire cette vidéo, et on va tomber ensemble. Et je me suis dit qu'en fait, c'était une proposition assez particulière et une question ouverte
que je voulais vous donner, auxquelles je ne répondrai pas pendant cette intervention. Pour être plus matériel et plus concret, Gramsci a cette citation ultra célèbre que vous connaissez tous. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tardera à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Donc, est-ce que vous pensez qu'on va vers rien? La question, c'est je pense que vous avez une petite idée de vers quoi on va actuellement par rapport à l'actualité. Je vais me présenter quand même rapidement pour que vous ayez un peu de contexte sur qui je suis et de quel point de vue j'interviens. Moi, j'ai 30 ans, je suis ingénieur, je suis franco-marocain et je travaille en fait avec des territoires, des collectivités sur l'analyse de leurs risques climatiques et la mise en relation de ces risques, en particulier avec les contextes géopolitiques, sociaux, technologiques, pour essayer de dégager une vision systémique et une vision dialectique des problèmes auxquels on est confronté et de leur en donner une solution concrète, émancipatrice, systémique, la mise en sécurité sociale. Et du coup, j'évolue dans un milieu, moi maintenant, qui est assez différent de mon milieu d'origine, qui est le milieu écologiste. Et le milieu écologiste, en tout cas dans une de sa partie, a une faiblesse, je trouve, par rapport à toutes les questions systémiques qu'on pose. Elle se pose la question de ralentir, mais elle apporte souvent des solutions idéalistes. L'idéalisme, c'est penser que finalement les idées sont ce qui font avancer le monde. En général, c'est une position qui est toujours dérivée d'une certaine classe sociale. Une classe sociale très blanche, très urbaine, pas trop en crise, et qui est donc à la possibilité de se poser les questions concrètes de manière assez abstraite, et donc de donner des solutions concrètes, des solutions qui sont souvent assez conceptuelles et qui ont du mal à englober l'intégralité de la société et englober en particulier les problèmes matériels concrets des gens. Cet idéalisme, il a un historique. Le premier, si vous voulez, dont je pourrais donner, c'est le colibri. Donc le colibri, vous vous souvenez de cette histoire, peut-être on ne vous a pas raconté la fin par contre. Donc il y a un incendie dans l'Amazonie, donc tous les animaux déjà regardent l'incendie. Vous pouvez penser d'où viennent les animaux qui peuvent se permettre de regarder un incendie qui brûle. Et parmi les animaux qui regardent, il y en a un peu plus courageux que les autres, qui s'appelle le colibri, qui va prendre sa goutte d'eau et qui va aider à éteindre l'incendie. Et quand tous les animaux lui disent « mais pourquoi tu fais ça, ça sert à rien », il dit « je fais ma part ». Donc là, on s'arrête là. La morale du truc, c'est chacun fait son petit truc, ses petites actions pour le climat, blablabla. Sauf qu'en fait, on ne vous raconte pas la fin de l'histoire. Est-ce que vous la connaissez, la fin de l'histoire? À la fin, le colibri, il meurt. Et toute la forêt brûle. Ça, on ne vous le raconte pas. Autre élément aussi, on a toujours ce biais par rapport à la sensibilisation. Okay, on va expliquer bien le problème. Moi, je suis plus fort que tous les autres parce que je vais encore mieux expliquer le problème que les autres. Et donc, les gens vont comprendre et ils vont se mettre en action. D'accord? Ça, c'est un problème qui va créer toujours une compartimentation. Okay? Est-ce que vous connaissez cette histoire, l'histoire des aveugles dans un village indien? D'accord? Un jour, il y a des aveugles dans un village et ils savent ce que c'est que le concept d'un éléphant. Et un jour, dans le village, il y a vraiment un éléphant qui arrive. Okay, qu'est-ce qui se passe alors? En gros, chacun va toucher un bout de l'éléphant, quelqu'un va toucher sa trompe et va dire « ah ben un éléphant, ça ressemble à une corde, etc. » L'autre va toucher ses oreilles, il va dire bah, « l'éléphant, ça ressemble à un éventail. » Et après, tous les aveugles vont s'engueuler sur, en fait, c'est quoi l'éléphant? D'accord? Est-ce que c'est une éventail? Est-ce que c'est une corde? L'autre, il va taper son ventre, je ne sais pas s'il faut faire ça, mais bon, il le fait. Il va dire ça ressemble à un mur, etc. Et on est exactement pris dans ça sur la compartimentation des savoirs écologiques. Vous avez l'expert sur le changement climatique, vous avez l'expert sur la biodiversité, vous avez l'expert sur les pesticides, ou l'experte, c'est souvent des experts, mais bon, voilà. Et toujours même classe sociale, toujours même élément, et donc on compartimente les savoirs et on n'arrive pas à développer une vision qui englobe tous les problèmes en un et donc proposer une solution systémique par rapport à ça. On a aussi la question, c'est le troisième élément, cette espèce de vision de les nouveaux récits. L'écologie n'est pas désirable, donc il faut lui donner des nouveaux récits. Donc ça, c'est un raisonnement marketing presque, qui donne envie aux gens d'y aller. Et une fois qu'on aura donné aux gens cette envie d'y aller, on s'en sortira comme ça. Bon, même problème, on est dans une espèce d'abstraction, dans une espèce d'idéalisation qui ne prend pas en compte les conditions concrètes. La pensée matérialiste ou la pensée dialectique, c'est vraiment une articulation
comme moi je la comprends, entre des concepts et les conditions concrètes, et comment les concepts peuvent éclairer les conditions concrètes. Ces conditions concrètes vont générer elles-mêmes les idées d'un temps, les idées d'une époque. Marx, il écrit au moment où il y a le début de la révolution industrielle et la misère ouvrière partout, il n'arrive pas avant. Et donc, en fait, on va essayer de réutiliser cette méthode ensemble pour redonner du concret et donner une perspective matérialiste liée à cette polycrise que nous traversons. Parce qu'en fait, en réalité, nous ne sommes pas dans une crise. C'est ça qui est très important. Dans cette pensée-là, on a aussi cette notion, vous le lisez partout, de crise écologique. Il n'y a pas de crise écologique, il n'y a pas non plus de dette écologique, il y a une dérive irréversible qui est arrêtable, mais qui change complètement nos façons, nos conditions d'habiter le monde. Ici, par exemple, ça se matérialise, si vous voulez, avec, vous avez tous vu ça au début de l'année dernière, le vivre à plus 4 degrés. Donc, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le ministère de la Transition écologique qui a fait un travail pour se dire, oui, bon, si c'est irréversible le changement climatique, il va falloir qu'on planifie à peu près comment on va répondre à cette urgence-là, d'accord? En termes d'adaptation des bâtiments, etc., etc. Et donc, les fonctionnaires du ministère de la Transition écologique ont fait un super travail pour le rapport, sauf qu'en fait, ce rapport-là, il a été bloqué 6 mois, 1 an à Bercy, quand on avait Bruno Le Maire, il devait être occupé à écrire ses romans, et en fait, il y a eu une censure sur ce rapport. Il y avait tous les moyens financiers qui étaient quantifiés, et ils sont passés par-dessus bord. Donc on a eu un rapport qui était intéressant, mais sans aucune quantification financière. Et trop content d'avoir ce nouveau rapport, les ministres de la transition écologique respectifs, donc Christophe Béchu, Agnès Pannier-Runacher, ont dit on va essayer de restructurer l'action écologique du gouvernement autour de l'adaptation, et ils ont fait de la communication, d'accord? Et la communication que vous vous tapez maintenant sur tous les rapports du ministère de la Transition écologique ou tous les rapports de Météo France, vous avez marqué vivre à plus 4 degrés sans point d'interrogation. D'accord? Vivre à plus 4 degrés, donc vous lisez, vous ouvrez rapport du GIEC, page numéro 3 à peu près, vous avez marqué qu'à 3 degrés de réchauffement mondial, 3 degrés de réchauffement mondial, c'est 4 degrés en France parce que le continent européen se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale, et ben vous avez une insécurité alimentaire généralisée. D'accord? La question dont on s'en fout, évidemment, on a des migrants partout, des migrants climatiques partout, parce qu'on a des zones, en particulier en Afrique, qui deviennent inhabitables du fait de la conjonction des températures fortes et de l'humidité forte, d'accord? On a également plus d'eau, ou très peu d'eau, ou de l'eau, pas pour tout ce qu'on veut faire, à peu près partout en France, et on a surtout un climat qui s'emballera probablement, puisque si on a défini le 2 degrés dans les accords de Paris, c'est pour s'épargner les points de bascule climatique, c'est-à-dire par exemple la fonte du permafrost, c'est-à-dire un emballement, une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, parce que les forêts vont commencer à continuer à mourir et donc régénérer du carbone dans l'atmosphère, parce que le permafrost va fondre et donc le méthane va accélérer le réchauffement climatique, etc. Donc quand on vous écrit vivre à plus 4 degrés ou qu'on fait la communication de ah oui, dans une France à plus 4 degrés, le climat de Lille, ça va être le climat de Bilbao. Bon, moi, je préfère le climat de Bilbao, sauf qu'en fait, c'est pas la question. La question, c'est est-ce que, fondamentalement, la vie à Lille en 2100 sera la vie aujourd'hui à Bilbao? Et là, tout le monde sait que c'est absolument pas le cas et que si on continue sur cette trajectoire-là, on sera dans une forme d'effondrement et d'une forme de gestion d'effondrement qui se gérera exactement comme Gramsci le disait, dans ces monstres-là. Donc, pour répondre à cette notion, on n'est pas dans une crise, on n'est pas dans une fièvre, on est dans une polycrise où cette dérive écologique irréversible, elle s'hybride avec les crises géopolitiques, sociales, technologiques de notre temps. La polycrise, c'est un concept d'Edgar Morin, et la chose à comprendre, c'est que dans ce concept de polycrise, c'est que on a une synchronisation des vulnérabilités. Le tout est plus que la somme des parties, d'accord? On a un phénomène d'emballement. Et cette question de la polycrise, quand on l'articule, en fait, elle pose concrètement la question de notre sécurité collective et donc la question de notre sécurité sociale, des institutions qu'on se donne pour gérer cette hybridation des crises et d'une dérive écologique irréversible. Et donc, pour répondre, et cette réponse, elle sort de l'idéalisme, il faut qu'on trouve ensemble les déjà là concrets du nouveau monde à faire naître.
de Gramsci, d'accord, et le faire naître le plus vite possible. Pour cela, il faut adopter un point de vue dialectique, où on va essayer d'exhiber les contradictions du système. Donc, ça va être le début de mon exposé. C'est question de ce qui se passe en particulier géopolitiquement, d'accord, et de trouver en fait les brèches pour agrandir le trou de souris qu'on a. Et finalement, peut-être que considérer l'assiette, c'est le point de vue le plus concret pour reconstruire, reprendre toutes les bases du nouveau monde en train de naître. Le capitalisme est en train de muter. C'est peut-être la principale chose qu'on observe dans les médias, qu'on observe normalement quand on regarde la géopolitique mondiale, ce qui se passe aux États-Unis. Il y a un historien et un économiste qui est extrêmement puissant pour moi, pour comprendre cette mutation, c'est Arnaud Horin, qui parle de capitalisme de la finitude. En gros, quelle est la différence entre le capitalisme de la finitude et le capitalisme libéral? Pour ça, on va essayer de résumer ce que c'est que le capitalisme. Le capitalisme, c'est très simple, c'est un vélo, d'accord? Plus vous tournez sur le vélo, et si vous arrêtez, vous tombez. Le capitalisme est une circulation marchande très simple. Vous avez de l'argent au début, cet argent, vous allez acheter des marchandises, et ces marchandises-là, ensuite, vous allez les revendre, les transformer pour générer plus d'argent à prime. Le but, c'est de maximiser la plus-value entre les deux. Quelles marchandises vous allez acheter? Les premières marchandises que vous connaissez, c'est les matières premières ou des machines, ça s'appelle le capital. Et l'autre marchandise que vous allez acheter, ça s'appelle le travail. Okay, le travail, c'est la seule marchandise au monde qui est incroyable parce qu'en fait, elle permet de créer plus d'argent que vous en avez au début. Et l'objectif de ce vélo-là, c'est de ne pas tomber et donc d'aller toujours plus vite. Donc, vous avez 4 solutions pour ça. Vous devez soit augmenter le travail, la quantité de plus-value que vous allez tirer du travail, donc vous augmentez le temps de travail, ou bien vous lui faites gagner en productivité. Vous faites de l'IA pour faire la super vidéo dont je vous ai parlé au début. Autre façon d'augmenter la plus-value, les questions du capital. Et donc pour le capital, c'est assez simple. Vous accumulez plus de travail mort. Le capitalisme non régulé est fondamentalement monopolistique, puisque quand vous avez une boîte qui, ça c'est Philippe Aghion qui l'explique, hein, c'est un point important et quand même intéressant de ses travaux sur l'innovation. Quand vous avez une boîte qui est très innovante, elle grossit, et à un moment elle a tellement grossi qu'elle va bloquer l'innovation, soit en rachetant les concurrents directs qui pourraient lui faire de l'ombre parce qu'elle a plus de capital, soit en s'immisçant dans la régulation avec les politiques, etc. Et le dernier élément pour accélérer toujours cette circulation, c'est évidemment les ressources, d'accord? Puisque vous devez toujours avoir des bouts, des parcelles de nature qui soient envoyées dans le cycle marchand pour augmenter la circulation. Et donc, on peut, pour que ce cycle marchand accélère toujours, il y a la privatisation des services publics, par exemple. Donc ça, c'est envoyer des choses qui ne marchaient pas selon la logique marchande dans le cycle marchand. On a aussi la mondialisation. Plus vous avez de l'accord de libre-échange, plus vous augmentez la taille de la sphère marchande, etc., etc. Or, malheureusement, le problème, c'est que cette circulation marchande, elle va se taper par rapport aux propres contradictions qu'elle génère. En particulier, il y a un rapport de l'Agence internationale de l'énergie qu'il faudrait peut-être lire, ou en tout cas que notre dirigeant lise, qui nous dit que d'ici 2050, dans le meilleur des cas, la quantité de pétrole, de production de pétrole dans le monde va être divisée par 2. Ça veut dire que pour les pays producteurs de pétrole, vous avez 2 fois moins de pétrole dans l'économie. Ça veut dire que pour les pays non producteurs de pétrole, vous avez n'importe quoi entre 2 et 20 fois moins de pétrole dans l'économie. Ce qui veut dire qu'en fait, là, ma circulation marchande, elle va être contrainte physiquement. D'accord? On va pouvoir moins circuler la marchandise physiquement. Et donc, ça fait partie de la dichotomie qu'explique Arnaud Horin. Pour Arnaud Horin, il y a 2 phases du capitalisme qu'on peut dater historiquement. La phase libérale où le but de maximiser la plus-value, c'est une espèce de coopération avec d'énormes guillemets, où en fait, pour l'idée, si vous voulez, si on veut faire tous un gâteau au chocolat dans la salle, et qu'on veut manger le plus de gâteaux au chocolat possible, dans la vision libérale, on va s'organiser pour faire le gâteau au chocolat. Vous avez par exemple cette partie de la salle qui va aller chercher de la farine, cette partie de la salle qui va aller chercher le sucre, etc., etc. C'est mieux que plutôt se dire que là, on a un stock de gâteaux au chocolat dans la cuisine et ce groupe-là va se dire je vais prendre le plus de gâteaux au chocolat pour moi. Au lieu de se dire ça, on s'organise et on fait plus de gâteaux au chocolat. Sauf qu'en fait, imaginons qu'on a une pénurie de farine. D'accord? Si on a une pénurie de farine, si je veux maximiser ma quantité de gâteaux au chocolat, le but, c'est pas de s'organiser pour avoir le plus gros gâteau au chocolat possible, c'est
bah, je vais me débrouiller pour avoir plus de parts relativement aux autres. C'est exactement ce qui se passe avec notamment la géopolitique proposée par Trump. D'accord? C'est on va piquer aux autres plutôt que d'avoir cet échange marchand libéral qui détruit aussi. Hein. Mais on a cette transition-là. Et Arnaud Aurin l'explique, il dit qu'en fait, ce capitalisme de la finitude, il institue un rapport de force armée comme son horizon naturel. Il est ouvertement prédateur et violent, puisque maintenant l'objectif, pour maximiser, c'est pas de maximiser l'espèce de richesse collective, mais c'est de prendre aux voisins. D'accord? Je vais citer le Premier ministre du Canada, qui à Davos a donné un discours qui était quand même assez puissant et qui montre un peu cette espèce de compréhension, en tout cas, du sujet. Il dit: nous savions que l'histoire de l'ordre international fondée sur des règles était en partie fausse, que les puissants y dérogeaient lorsque cela leur convenait, que les règles entourant les échanges commerciaux étaient appliquées de manière asymétrique et que le droit international était appliqué avec plus ou moins de rigueur selon l'identité de l'accusé ou de la victime. D'accord ? Donc en fait, les moyennes puissances du monde occidental se rendent compte de ce qui s'est passé, en particulier avec tout le Sud global. Et maintenant que Trump les traite pareil, eh ben, ils se rendent compte que eux aussi, ils ont participé à cette fiction. Bon, cette fiction était utile et l'hégémonie américaine en particulier contribuait à assurer les bienfaits publics. Donc ça, c'est exactement la vision des puissances qui étaient dans le giron des États-Unis et qui y sont encore. Des voies maritimes ouvertes. Donc les États-Unis jouaient dans le capitalisme libéral le rôle d'hégémone navale. C'est un concept très important d'Anna Aurin. C'est-à-dire qu'elle permettait d'assurer la libre circulation des échanges, en particulier dans les mers. Un système financier stable, une sécurité collective et un soutien aux mécanismes de résolution des différends. Nous avons donc placé l'enseigne dans la vitrine, nous avons participé au rituel, nous avons généralement évité de signaler les écarts entre la rhétorique et la réalité. Ce compromis ne fonctionne plus, permettez-moi d'être direct, nous sommes en pleine rupture, pas en pleine transition. Voilà. Donc là-dedans, il y a quand même une compréhension de ce qui se passe et en tout cas une vision que dans la rupture, on ne peut pas continuer comme avant et donc il va falloir bifurquer vers un autre élément. D'accord? Parce que en fait, si on se pose la question, comment le capitalisme gère la finitude? La réponse, c'est mal. D'accord? Ça, vous vous en doutiez. Mal dans la périphérie. Pourquoi? Parce qu'on mal dans le centre déjà, parce que dans le centre impérialiste, donc l'Occident si vous voulez, eh ben, la finitude, on va le gérer en piquant à son voisin, en piquant à son ancien allié, le Groenland, le Canada, etc., etc. Je ne vous fais pas un dessin. Dans la périphérie, on va accroître la prédation sur le Sud global. Pensez à la doctrine Monroe 2.0, pensez aussi à ce chiffre qui est mal répété. On a un énorme Pareto dans le monde, c'est-à-dire que le Sud global accomplit 80%, un Pareto inversé, du travail dans le monde, d'accord, du travail pour les marchandises, du travail global, de la quantité de travail global, pour n'en recevoir que 20% des revenus, d'accord? Pourquoi? Parce que dans les économies occidentales, en fait, on a assigner le Sud global à une tâche qui s'appelle « sors les matières premières de ton sous-sol » et ces matières premières, tu me les transformes vite fait, tu me les renvoies dans le Nord et moi je te renvoie toutes mes marchandises de quelles tu as besoin. Ça s'appelle la malédiction des ressources. Vous pensez au Venezuela, vous pensez à plein de pays africains aussi où on a ce rapport de subordination entre le centre et la périphérie. D'accord? Et puis à l'intérieur, on a une planification, une forme de gestion fasciste de la décroissance qu'on voit aux États-Unis actuellement, c'est-à-dire restaurer une forme de hiérarchie raciale pour dire, eh ben, toi, tu es plus légitime que lui à accéder aux ressources, etc., etc. Il y a une notion aussi dans cet élément de catharsis. Quand vous avez une hégémonie qui s'effondre, donc l'hégémonie de la classe dominante en particulier, eh ben, c'est-à-dire qu'on a les masses qui commencent à prendre conscience que leur intérêt individuel est lié à l'intérêt de tous les autres et qu'il faut changer le système pour pouvoir survivre. Sauf que cette catharsis, quand Gramsci l'écrit, elle peut être progressiste ou elle peut être réactionnaire. Dans la catharsis réactionnaire, l'objectif c'est de purger les frustrations par de la violence et donc en fait de manifester cette violence sur un bouc émissaire, d'accord? Parce que le bouc émissaire, il va purger les frustrations. Je suis oppressé moi-même, mais je ne suis pas le plus oppressé et je peux exercer mon pouvoir en dominant celui qui est en bas. D'accord? C'est extrêmement important de comprendre ce lien entre la finitude et entre cette gestion aujourd'hui. D'accord?
Et donc, en fait, là, on a décrit un bout de l'éléphant au milieu de la pièce. C'était un dégagement assez long, mais on va revenir sur la question de notre assiette. Ce système économique, du coup, il a provoqué une hyper-vulnérabilité, une hyper-fragilisation de notre forme de production alimentaire. Et vous allez voir qu'en fait, repasser par le prisme alimentaire, ça va nous permettre de restructurer des réponses concrètes à la crise organique concrète liée à l'hybridation de la dérive écologique et de la baisse de l'hégémonie, de l'effondrement de l'hégémonie. Donc, c'est quoi l'histoire de notre fabrication, de notre alimentation? En 1945, en fait, on a un compromis keynésien qui s'institue en France. C'est-à-dire que le marché privé n'est pas capable, fondamentalement, de reconstruire le pays. D'accord? Donc, on a une planification à l'ancienne, on a la création d'EDF, GDF, etc. Et puis, vous avez toutes et toutes déjà lu cette BD, ou si vous ne l'avez pas faite, il faut le lire. Vous avez les remembrements agricoles. Donc, en fait, il faut passer l'agriculture française de façon moderniste. Vous avez tous les capitaux américains qui sont très heureux d'arriver là pour vendre des tracteurs et des choses comme ça, pour uniformiser les parcelles agricoles. Et on augmente de façon très importante la productivité française, de l'agriculture française. Et donc, on a une espèce d'économie mixte, avec un État planificateur qui donne des grandes directions, qui solvabilise un marché privé, qui, lui, va se développer dans ce sens-là. Sauf que tout se casse la gueule en 1973, parce que vous avez les chocs pétroliers. Vous avez encore votre circulation marchande qui est empêchée par des ressources, cette fois pétrolières, qui deviennent trop chères. Et dans ce cadre-là, pour continuer de marcher sur le vélo, pour continuer de pédaler, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir le couple infernal Thatcher-Reagan qui va initier le début du néolibéralisme, avec en particulier aussi en 73 Salvador Allende et son assassinat et Pinochet qui vont expérimenter le truc. Et l'idée, c'est pour continuer à garder le même taux de profit, on va livrer des pans entiers de l'État keynésien planificateur au marché et à la privatisation. Et dans ce cadre-là, on perd la planification qu'on avait en particulier sur l'agriculture. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir du coup un impératif. Alors, mes feuilles se sont pas mis dans le bon ordre. Ça arrive. Vous allez avoir du coup une production agricole qui va devoir tourner toute seule, d'accord, sans l'État. Et donc, c'est à cette époque-là qu'on va avoir, elle est là, on va avoir le système agricole qu'on connaît aujourd'hui. Ce système agricole, cette transition, elle va nous faire perdre notre souveraineté alimentaire. Et elle va enfermer notre système alimentaire dans un certain nombre de dépendances, une dépendance permanente aux fossiles, et un dopage fossile et un dopage hydrique permanent, une hyperdépendance aux importations, en particulier on a un déficit protéinique extrêmement important dans ce pays. Pour tous nos élevages, on doit importer notre soja du Brésil, Mercosur, pesticides, engrais aussi, qu'on ne produit pas sur notre sol. On a une dépendance énorme aux exportations. Or, ces exportations sont de plus en plus contraintes parce qu'on n'est plus dans la phase du capitalisme libéral. On est aussi dans on marche sur un substrat physique hyper affaibli, biophysique hyper affaibli. À force de mettre des pesticides et des engrais depuis des décennies, vous n'avez plus de vie dans les sols. Si vous n'avez plus de vie dans les sols, en fait, ce qui se passe, c'est que vous devez vous doper toujours plus pour aller toujours plus vite. Vous êtes exactement comme Lance Armstrong au Tour de France. Vous allez peut-être gagner 7 Tours de France comme ça, mais au 8e, on va voir que vous êtes dopé. Et quand on va voir que vous êtes dopé, vous allez perdre tous vos titres. C'est exactement ce qu'on est en train de faire avec nos sols en France en particulier. Vous avez aussi une hyper-financiarisation des denrées qui empêche de planifier, par exemple les prix du céréal qui augmentent et qui diminuent, etc. Vous avez une hyper-ouverture des marchés et vous avez le principal problème physique, c'est que tout le modèle agricole, comme toutes nos infrastructures sociales, etc., sont dimensionnés sur des conditions climatiques qui ne reviendront jamais. D'accord ? Ce bâtiment, il a été dimensionné pour tenir des conditions climatiques qui, fondamentalement, le pire qu'on pouvait avoir, c'était la canicule de 2003, sauf qu'à 2050, la canicule de 2003, ça devient à peu près la moyenne, et donc il laisse place à de nouveaux extrêmes, et c'est peut-être là-dedans qu'on devrait réfléchir. Tout ça, ça va coûter effectivement un pognon de dingue, sauf qu'on n'y réfléchit pas, et on empêche en plus les quantifications financières quand elles sont produites. Il y a une expression anglaise qui dit penny wise, pound foolish.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire sur les centimes, tu économises bien ce que tu donnes. Par contre, sur les grosses dépenses, tu fais n'importe quoi. C'est exactement ce qu'on est en train de faire hein, dans l'austérité budgétaire de ce pays. On est en train de regarder en fait comment la petite dépense, le petit truc là, pour être sous les 3% de déficit public. Mais en fait, on n'anticipe pas que tout ça va coûter à chaque fois qu'il y aura une catastrophe. C'est l'État qui va devoir resolvabiliser tout le secteur privé exactement comme il l'a fait pour 2008 ou pour le Covid, etc., pour empêcher l'effondrement de ce truc-là. C'est la privatisation privatisation des pertes, socialisation des... Non, c'est l'inverse du coup, il faudrait faire. Privatisation des pertes, privatisation des profits, socialisation des pertes. Voilà. Donc c'est exactement dans ce cadre-là qu'on est. Et donc en fait, ça me permet de revenir à vivre au plus 4 degrés. Les seules personnes qui vont pouvoir vivre au plus 4 degrés, c'est les personnes extrêmement riches qui ont les moyens, d'accord, de se payer les clims et les choses comme ça, et qui ont les moyens aussi d'être sauvés par l'État au moment où les catastrophes vont nous tomber dessus. Et donc, si on arrête l'exposé ici, on se retrouve dans le truc dépressif dans lequel on est toutes et tous passés à un moment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution systémique à ce problème si on s'arrête là. En fait, on est en train à ce moment-là de regarder l'éclipse sans lunettes. Ça brûle. Il nous faut un concept au plus. Je pense que le concept, un des concepts extrêmement puissants pour regarder ça, c'est le concept d'Olivier Amand qui s'appelle la robustesse. Olivier Amand, il regarde en fait cette question de la il regarde le vivant, c'est un biologiste, et il voit qu'en fait le vivant ne marche pas par le principe d'hyper-performance. Performance, c'est faire le maximum avec le minimum. Le capitalisme est dopé à la performance. Parce qu'en fait, une espèce qui est hyper performante, elle se duplique, elle bouffe tout son environnement, elle s'effondre directement. Tout ce qui a survécu dans le vivant, en fait, ce sont des espèces qui sont moyennes partout, qui savent à peu près tout faire, qui peuvent s'adapter à un certain nombre de conditions climatiques, écologiques, extrêmement importants et extrêmement diversifiées. Et donc, dans ce cadre-là, on comprend qu'en fait, la performance, c'est un dopage et que cette performance, en fait, elle nous tue parce qu'elle fabrique des vulnérabilités partout. Ces vulnérabilités, on pouvait s'en foutre dans un climat qui était stable avec, en fait, une circulation marchande qui n'était pas contrainte physiquement. Mais dès qu'on a un climat plus stable, plus de ressources pétrolières abondantes, plus de ressources minérales abondantes, et en fait, toutes les vulnérabilités qu'on avait créées, elles vont se synchroniser et créer des ruptures. On revient à la notion de rupture ici. Et du coup, quelle est la solution? Plus on fait de points de performance, plus on perd des points de robustesse. La robustesse, c'est assurer notre stabilité malgré les fluctuations extérieures. Et donc, la grande boussole conceptuelle qu'on doit suivre, c'est cette question de comment on gagne des points de robustesse collectivement. La performance, elle a un coût. Pour être le plus performant possible, il faut que je sois le plus uniforme possible. Il faut que j'ai en fait ma production agricole qui soit le plus homogène génétiquement pour taper le meilleur rendement, etc. Je dois aussi, vu que c'est homogène, c'est hyper vulnérable. Si c'est hyper vulnérable, il faut que je les protège, notamment de tout ce qui pourrait leur tomber dessus. Si j'ai un ravageur qui passe sur des clones génétiques, il va tout décimer. Donc, je dois mettre de plus en plus de pesticides, de plus en plus d'engrais pour doper le rendement, etc. Et la vision derrière, c'est que je vais maximiser mes circulations marchandes. Je fais mes avantages comparatifs de Ricardo, si vous voulez. Donc, en fait, vu que je tire le plus de plus-value avec mon épi de maïs, je vais réimporter toute mon alimentation comme ça. Sauf qu'en fait, c'est penser le futur de façon linéaire, alors qu'on va avoir ces ruptures et alors qu'en fait, on n'est plus capable de gérer les fluctuations du monde extérieur. Et donc, tout est déjà là, si on veut répondre, pour faire de la robustesse. Au lieu de faire de l'uniformisation dans notre agriculture, on va faire de la diversification, on va faire de l'agroécologie, on va faire de la lenteur aussi. Le concept qui est puissant ici, c'est le concept de Charlène Descolonges qui s'appelle l'hydrologie régénérative. L'hydrologie régénérative, c'est, en gros, on va ralentir sur notre parcelle agricole la circulation de l'eau. D'accord? C'est-à-dire qu'on va faire plein de petites retenues, plein de petites baissières avec sol désimperméabilisé, surtout pas des méga-bassines évidemment, qui vont en fait permettre de réinfiltrer progressivement de l'eau dans les sols. Ok? Et on va également faire il va falloir faire un peu de protectionnisme. Parce que si on veut solvabiliser ces alternatives, il nous faut des nouvelles institutions. Et en fait,
une grande leçon qu'on a du vivant, en plus de la robustesse, c'est la notion de l'entraide. Vous lisez le livre de Pablo Servigne qui s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle, vous vous rendez compte qu'en fait, dans les situations de pénurie ou de crise, les êtres humains et le vivant qui survit, c'est ceux qui ont institué l'entraide au plus haut degré. Pourquoi? Parce que si vous arrivez dans la catastrophe avec les réflexes de la compétition, vous allez accaparer de gâteau au chocolat, au lieu de vous mettre ensemble pour vous dire peut-être je vais manger autre chose qu'un gâteau au chocolat, parce que fondamentalement, manger que du gâteau au chocolat tous les jours, ça me rend malade. Peut-être qu'on va essayer de se mettre ensemble parce qu'il n'y a plus de farine pour faire de la salade de fruits, par exemple. Et donc, en fait, ce qu'on va réussir à faire, ce qu'on va essayer de faire à ce moment-là, c'est de regarder comment on peut trouver des nouvelles institutions de l'entraide. Et la plus grande institution de l'entraide qu'on a en France, on est dans la salle Ambroise Croizat, c'est la sécurité sociale. La sécurité sociale de 45, elle naît comme un service public non étatique. Elle est autogérée par les travailleuses et les travailleurs directement. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où la sécurité sociale de 45 est créée, vous avez tous les militants CGT qui vont courir partout dans les villes pour organiser les caisses, d'accord, et les autogérer. En 45, les gens qui décident la sécurité sociale tout court, c'est 75% des représentants des travailleurs et 25% des représentants du patronat. C'est la naissance ou un prolongement du concept de démocratie sociale à la française. Et là, on voit le prisme concret, matérialiste par lequel on peut attraper ce problème-là. La démocratie qu'on a aujourd'hui, souvent, on nous dit, par rapport à l'extrême droite, par rapport au fascisme, il faut défendre la démocratie. La démocratie, elle n'est pas à défendre, elle est à étendre. Et elle est à étendre à la gestion commune de nos besoins et de nos communs. C'est ça la mise en sécurité sociale. La mise en sécurité sociale, c'est une réponse concrète aux problèmes concrets que pose la polycrise. D'accord ? Nous sommes dans une société de la mise en insécurité sociale. C'était déjà le cas dans le capitalisme libéral, ça va être encore plus le cas dans le capitalisme de la finitude. Et cette mise en insécurité sociale, c'est notamment quand vous voyez les chiffres de la pauvreté, de la précarité alimentaire, un étudiant sur 5 aux banques alimentaires, etc. C'est en fait un déclassement extrêmement important et une explosion des inégalités qui a ces conséquences-là. Et donc, par la base, on peut construire des institutions exactement comme la sécurité sociale était en germe dans les milieux syndicaux avant qu'elle soit généralisée par Croizat. Notre objectif aujourd'hui à nous, c'est de construire par la base les institutions qui se généraliseront au moment des crises et de chaque rupture. La polycrise, c'est un train de crise. Si on n'a pas les institutions prêtes à chaque crise, d'accord, on va les subir et à force de les subir, on va remettre nos œillères, d'accord, parce qu'on n'a pas de débouchés positifs, on n'a pas de débouchés concrets, on n'a que des débouchés idéalistes, des utopies dont on ne trace jamais le chemin entre aujourd'hui et maintenant. Et donc, par exemple, la sécurité sociale de l'alimentation, si on la généralise à la manière de la sécurité sociale de 45, les travaux qu'on aura dans ce colloque et qu'on a eu hier nous donneront peut-être des modalités plus précises ou des éléments de discussion sur ces modalités, mais on pourrait chacun avoir 100 ou 150 euros en monnaie marquée sur une carte vitale de la sécurité sociale de l'alimentation. Cette monnaie marquée, on ne pourrait la consommer que chez des productrices et des producteurs alimentaires qui ont été conventionnés, exactement comme votre médecin, quand vous allez le voir, il est conventionné. Pourquoi on a conventionné votre médecin? Parce qu'il a fait des études de médecine. Et donc ce conventionnement, il est possible, mais on peut le faire sur des critères écologiques, des critères de robustesse. Par exemple, on pourrait décider de conventionner uniquement une alimentation qui serait issue de l'agroécologie, qui serait locale, qui solvabiliserait les agriculteurs qui font de l'hydrologie régénérative, etc. Et dans ce cadre-là, avec cette monnaie marquée, vous créez une filière protégée, sous contrôle démocratique, qui permet d'aller dans un sens de régénération des sols, dans un sens d'agroécologie, dans un sens d'augmentation de la robustesse de notre pays, de sa capacité à encaisser les ruptures, et vous créez une sphère économique qui marche sur une logique complètement indépendante de l'AMA que je vous ai présenté, de la circulation marchande. Et une fois qu'on a mis le pied dans la porte avec ça, on a un problème énergétique. Pourquoi pas penser à une sécurité sociale de l'énergie ? La sécurité sociale de l'énergie, la planification qu'on a eue en 1945, elle a recréé les infrastructures de production énergétique françaises et une partie de son indépendance. On peut penser à ça. Pourquoi pas penser à une sécurité sociale de l'eau, d'accord ? C'est un besoin vital, l'eau, d'accord ? Et tous ces besoins vitaux, en fait, vous pouvez retrouver, si vous voulez,
peut-être le concept que vous connaissez, je pense, parce qu'il est assez populaire, l'économie du donut de Kate Raworth, qui est une construction idéaliste. L'économie du donut de Kate Raworth, c'est en fait un donut. Et en fait, l'idée, c'est que l'humanité devrait vivre dans cet espace sûr et juste. Le plancher de cet espace est un plancher social, donc assurer les besoins vitaux. Et le plafond, c'est le plafond écologique, le plafond des limites planétaires, que moi j'appelle les communs partagés, pas bien communs, c'est très important parce qu'un bien, c'est quelque chose qui est approprié par l'humanité, commun partagé avec le vivant. Et en fait, pour rendre cette construction idéaliste concrète, il suffit de trouver toutes les pièces du puzzle pour combler le lien entre mes communs et mes besoins. D'accord ? Première pièce du puzzle qu'on est en train de tailler ensemble à ce colloque, la sécurité sociale de l'alimentation. Comment ça va marcher, etc. Comment on la développe. Pouf, on met en lien le besoin d'alimentation avec le besoin de préservation des communs, que sont l'eau, la terre, etc. Et puis après, continuons ensemble. L'eau, l'immobilier, enfin le logement, etc. Et comme ça, on peut toucher tous les besoins vitaux. Et en fait, notre objectif, c'est de trouver toutes les pièces qui permettent de paver tout le donut, d'en donner des institutions exactement comme on en a donné les institutions de la sécurité sociale. Et comme ça, on est dans une débouchée très concret, tout à fait émancipateur, hyper intéressant, enrichissant, émancipateur à chercher ensemble. Et voilà. Je pense que l'objectif, c'est donc, pour conclure, de matérialiser les utopies, de leur donner les conditions concrètes d'existence, de tracer le chemin entre nous maintenant et leur accomplissement. Et donc, j'espère que les travaux d'aujourd'hui permettront d'affiner au mieux la première pièce de ce puzzle à construire ensemble. Victor Hugo disait « Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons ». Peut-être qu'on peut se réapproprier ça en se disant qu'ouvrant des cantines, ça permettrait de fermer des camps et abattre les murs que l'on construit partout dans le monde. Merci.